On est mercredi le 21. Bienvenue en prenant votre café. Je suis en pleine préparation de l'érablière, des semis pour le printemps. Récolte aussi à l'automne, donc je vais vous parler de ça. Elle devrait donc taxer les ultra-riches. La relation chinoise-Canada, sino, on va dire sino-chinois-canadienne, je pense. Le prix des consultations publiques lorsqu'on veut faire un projet. Il y a un prix à ça. Je vais donner un exemple de ce qui se passe à Toronto. Au Québec, le massif de Charlevoix, quelle bande d'épais. C'est le mot, hein? Est-ce que Bernard Drinville va être le futur premier ministre? Je commence à y croire. La grève à la STM, les grèves, retour des ailes de la mode. Fitzgibbon fait une lettre ouverte dans la presse et il parle de Nordvolt. Un fabricant fait faillite, je vais parler de ça, les marchés. Attachez votre casse avec de la broche, ça dégringole. Ça peut remonter, mais ça dégringole. Le dollar américain qui dégringole lui aussi. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être le pétrole d'il y a 100 ans? Parler de tout ça. Ah, puis Victoria Beckham et son fils se chicanent sur les réseaux sociaux. Voilà. Je pèse là-dessus. C'est celui-là, je crois. Hey, ça fait longtemps que je ne vous ai pas quitté un like, un follow, me suivre, vous abonner. Ça fait longtemps. Pas fait ça. Ben, c'est fait. C'est dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, je suis en pleine préparation de la saison de l'érable, en achetant des équipements, en regardant comment on va fonctionner, en entaillant bien évidemment. En même temps, il faut que je prépare les semis. Hein. J'avais déjà commandé une partie des graines de tournesol. J'en veux une autre sélection pour comparer qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans ma région. Donc, je viens de commander ça aussi. Je suis en train de commander aussi une machine pour les citrouilles, parce qu'on veut faire de l'huile de citrouille cette année. Donc, je veux une machine pour égrener les citrouilles, hein, pour enlever les graines dedans. Donc, ça, je vais acheter ça cette semaine aussi. Il y a beaucoup d'achats à faire, hein, avant même d'avoir des revenus lorsqu'on a une ferme. Mais la ferme est en croissance, les produits sont en croissance. On veut en offrir encore plus des produits provenant de la ferme et de vous montrer comment on les cultive. Donc, beaucoup de travail qui est devant nous, mais c'est gratifiant parce qu'on a des clients. Ah, c'est ça mon nouveau slogan. C'est gratifiant parce qu'on a des clients. Merci d'être là. C'est grâce à vous si on peut faire de l'agriculture différente. Un jour, l'UPA va peut-être me reconnaître. Va venir voir. Qu'est-ce que tu fais de différent? Pourquoi ça fonctionne, toi? Hein? Peut-être, mais je rêve pas en couleur. Pas un vrai agriculteur. C'est un rapport, j'en ai parlé hier, mais c'est un rapport qui me tape ses nerfs au mois de janvier, c'est bien Oxfam. Et l'autre incomprise, Claire Trottier. Claire Trottier, j'ai déjà débattu avec elle quelques fois. Son père est devenu multimillionnaire, milliardaire. Et elle a hérité de tout ça, puis elle vit au crochet de son père qui est encore vivant, la famille Trottier. Et elle a dit, ben taxez-moi. Taxez-moi, j'en ai trop, moi. Ben oui, mais ton père t'en a donné. Tu as juste à dire à ton père, regarde, donne-moi-en pas. Fait qu'elle se promène, elle, partout, elle n'a jamais travaillé de sa vie, elle n'a jamais levé le doigt, elle n'a jamais compris comment fonctionne, lancer une entreprise de zéro avec tout le stress et toute la complexité. Puis à un moment donné, parmi le lot des entreprises, un peu comme un joueur de hockey, combien il y a de joueurs de hockey du Québec aux Olympiques, dans tous les joueurs qui ont joué ici, il n'y en a rien qu'un cette année. Réussir une entreprise à devenir milliardaire, mettons, là. Okay? À moins que tu hérites comme elle, ben, ça se fait pas si facilement que ça. Donc, de tout le temps taper sur les riches, sur papier, comme si vous pensez que les riches ont tous de l'argent qui traîne dans le compte de banque prêt à être dépensé, ça fonctionne pas comme ça. Ils sont riches parce qu'ils ont des entreprises, parce qu'ils ont des actifs. Donc, si tu commences à vendre des actifs pour payer tes impôts, c'est un peu ridicule. Et sincèrement, là, taxer les ultra-riches comme si c'était la solution à tout. Prendre l'argent de quelqu'un qui sait comment fructifier, comment créer de la richesse. Regarde, on prend à petite échelle. Là.
ma petite ferme, mon petit moi-même, là. Avec mes argents de placement, mon argent de placement, ben, je peux me permettre de faire ce que je viens vous dire. Prendre de l'expansion. Parce que l'entreprise, elle a seulement 7 ans. Elle est rentable, oui, mais tout le cash flow est réutilisé pour la croissance constamment, l'amélioration continue. Donc, j'ai besoin d'argent supplémentaire pour avancer un petit peu plus vite. J'en mets pas beaucoup, j'en mets rarement. Mais là, des fois, je suis obligé d'en mettre. Qu'est-ce qui est mieux pour la société? Que je continue à investir dans ma ferme, dans ce que je fais, créer des emplois. C'est à petite échelle, là. Mais imaginez ça lorsqu'on multiplie avec toutes les entreprises. Ou de donner notre argent qui ne sait pas gérer. Notre argent au gouvernement qui ne sait pas gérer. Est-ce que le gouvernement mérite d'avoir plus d'argent? La façon qu'il gère ça? La réponse est non. Il y en a déjà trop au gouvernement. Il y a déjà trop d'impôts. Ils ne savent pas gérer. Quand ils vont savoir gérer, comprendre que l'argent que le gouvernement a vient des poches des contribuables, on pourra en parler. Ils gèrent comme si l'argent était infini. Mais non, c'est nous autres qui finançons tout ça, là. Tout ce que vous voyez que les gouvernements financent, là, c'est avec nos poches, nos taxes. On en a bien assez. Bien assez. Fait que Claire Trottier, là, plus capable de l'entendre. La prochaine fois que je suis à la radio avec elle, ça va sûrement arriver, là. Je pense que j'ai fait un éditorial en règle. Mais elle m'énerve. Oh, le monde capote avec la relation chinoise-Canada. Je sais pas, comment on appelle ça, là? Sino-canadienne, là. Il y a dans un podcast, un Américain dit Trump va pas, un Américain proche de Trump, il dit Trump va pas laisser faire ça. C'est pas de ses affaires. Ce n'est pas de ses affaires à Trump. C'est clair? Il sera pas content, il est jamais content. Trump va avoir une nouvelle organisation. Il veut que le Canada en fasse partie. Pour faire partie de son organisation de paix de Gaza, il demande 1 milliard à chaque pays. Les pays ne veulent pas payer 1 milliard pour être là. Donc là, il dit à la France, parfait, tu ne veux pas être là? On va mettre 200% de tarif sur le vin vendu en France, aux États-Unis. Ça ne peut pas marcher comme ça. Qu'on fasse du bien, il est en maudit. Qu'on fasse du mal, il est en maudit. Puis il se promène en mettant des tarifs un peu partout, comme le Groenland. Il n'y a rien à faire avec ce gars-là. Il faut juste l'endurer pour les 3 prochaines années. Il n'y a rien à faire. Mark Carney poursuit ses visites un peu partout. Il est allé en Chine. Là, il est au Qatar. Et après ça, il va sûrement aller à Davos, là, en Suisse. Mais qu'est-ce qu'il fait, entre autres, à signer des deals, à s'assurer comme les autos chinoises? C'est seulement 49 000. Doug Ford en Ontario capote, puis le monde capote, puis la relation, puis il va envoyer nos données. Arrêtez, ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Et c'est quoi les premiers autos qui vont rentrer ici, qui étaient déjà là en passant? C'est les Polestar, les Geely, que Volvo appartient à Geely, une entreprise chinoise, qui vont pouvoir rentrer leurs autos, et les Tesla. Arrêtez de capoter, là, sur les autos chinoises style Lada qui vont envahir le pays. Là. Ça n'arrivera pas tout de suite. Là. Calmez-vous. Calmez-vous. Les scénarios catastrophes, là, c'est juste bon pour vendre des journaux. Là. Lydie. Pourquoi Mark Carney se promène un peu partout? Pour attirer des investissements. On a peut-être 77 millionnaires, un milliardaire au Québec, au Canada. C'est ça le chiffre. Donc, ça fait même bien dire. Mais il reste qu'on est pauvres en riches. Pour faire des méga projets. Donc, les Qataris sont riches, il va les voir. Les Chinois sont riches, il va les voir. Pourraient venir investir ici. Si on veut développer plus, ça prend plus d'investissement ici, il faut créer de la richesse. Si ça passe par une entreprise du Qatar, ça passera, on aura des jobs. On n'a pas créé assez de riches au Canada. C'est ça la réalité. Tu sais, des fois, on veut lancer un projet, puis là, il y a les consultations publiques. Les mairies sont fortes là-dessus. Il faut consulter le peuple. Tu sais, le moment qu'on consulte les gens, là, c'est lors
les élections. Voici mon programme, voici ce que je veux faire, tu les mots au pouvoir. Après ça, lorsqu'on va les revoir constamment, le public, il faut consulter. À Toronto, il y avait une piscine en 2016. On veut construire une piscine dans un coin défavorisé, un peu comme Hochelaga. 40 millions la piscine. OK, parfait, le budget est alloué, parfait. Là, il y a un politicien parmi les conseillers municipaux, ils disent ouais, il faudrait quand même consulter la population du coin avant là, de faire une piscine. Là, les impacts, puis il en veut dessus. Fait que c'était prévu être ouvert. C'était prévu en 2016 être lancé, est ouvert en 2023. On est en 2026, c'est pas encore commencé. Ça a passé de 40 millions à 113 millions. Parce que lorsqu'on consulte les gens, il faut écrire un rapport. Il faut regarder les alternatives que les gens nous ont proposées. C'est du niaisage. À un moment donné, tu dois avancer un petit peu plus. Là, je fais une parenthèse. L'approche de Trump, qui est un peu sauvage, il ne consulte pas grand monde puis avance. Ça, entre Trump et les consultations qui durent 10 ans, qui n'avancent pas, puis qui coûtent des millions, puis des millions, puis des millions. T'sais? Un peu comme le troisième lien, là. Arrêtez de consulter, faites-le ou faites-le pas. Là. La grève au massif de Charlevoix, de Saint-François à Charlevoix, ben, la direction a décidé de fermer pour l'hiver. Ils sont toujours en grève. Là. Mais là, ils ne réouvriront pas. Faut-tu être épais, les syndiqués et les syndicats? On fait ça pour nos enfants. Tu sais, à un moment donné, là, c'est pas parce que tu es syndiqué que tout à coup, tu es rendu qualifié comme un neurochirurgien. Là. Ça reste du travail derrière la caisse, du travail derrière les guérites. Combien ça vaut? Combien ça vaut? Est-ce que ça vaut à peine à mon aise? Si tu n'es pas content, tu peux aller travailler chez le voisin qui décide de payer plus. Si le massif a une capacité de payer qui ne regarde pas les syndiqués, qui ne regarde pas personne, l'entreprise a le droit de dire, moi, voici ma capacité de payer et c'est ça que je suis prêt à faire. Si on va aller au-dessus de ça, ça ne m'intéresse pas. Ils ont le droit. Ils ont 100% le droit. Que les syndicats se disent, hey, regarde, c'est la grosse saison, on va leur faire mal au maudit patronat. Ils ont fait mal à qui? À une région. Probablement que le Club Med va fermer aussi. Donc, toute la vitalité de la région, en voulant prendre en otage un boss. Comprenez pourquoi je déteste au sein des syndicats, là. Ils pensent les prendre par les couilles et puis ils disent, regarde, on tient, tu vas nous donner ce qu'on veut maintenant parce que sinon, tu vas perdre de l'argent. Toute la région a perdu. Là. Et c'est à qui la faute? Aux syndiqués qui ont dit oui aux syndicats, qui ont été probablement brainwashés. On dit laver le cerveau. Vous allez voir, on va aller en grève, on va avoir tout ce qu'il veut, le maudit patronat va être obligé de nous le donner. On fait ça pour nos enfants. Tu vas chercher 50 cents de l'heure. Tu as tout perdu pour l'année. Faut être épais. Faut être épais solide, là. Hey, Sonia Lebel refuse à la politique, elle va quitter. On va l'entendre, là, honnêtement, là, on pourrait l'entendre à toutes les semaines. Là. C'est un gars comme Louis Lemieux qui était animateur de radio avant. Là. C'est avec lui que j'ai commencé à faire la radio en 2014. On n'entend jamais parler, là. Mais il va perdre. Bien évident. Qu'est-ce qu'il va faire après? Ouais, c'est 2 mandats, plus une petite pension de Radio-Canada probablement, puis la titre d'Atsal pour un gars comme Louis Lemieux. Sonia Lebel va retourner faire quelque chose. Geneviève Guilbeault va attendre. Tous ces gens-là vont attendre. Hein? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Vers quel parti ils vont aller s'ils aiment la politique? Mais rester avec la CAQ, il faut être débile. Là. Il ne se passera pas rien. Il ne restera plus personne. Là. Et c'est là que c'est intéressant. Est-ce que Simon Jolin Barrette va vouloir vraiment aller perdre la face? Ou il est mieux de ne pas aller se présenter? Un gars comme Bernard Drainville va probablement perdre aussi.
Mais là, lui, ça devient intéressant. Tant qu'à perdre. Faut pas oublier que celui qui gagne la chefferie de la CAQ devient premier ministre, là, du mois d'avril au mois d'octobre. C'est intéressant, tabarnouche. Si Simon Jolin Barrette a prévu partir, c'est le temps d'y aller. Christine Fréchette aussi. Donc, ces trois-là vont se présenter. Il y a quelque chose d'intéressant. Tu mets ton nom dans la liste des premiers ministres du Québec. Dans l'histoire. C'est sûr que Bernard Drinville va se présenter. Là. Il y a des chances de gagner. Si je suis Simon Jolin Barrette, est-ce que j'y vais vraiment? Tu attends 4 ans, puis tu te vois vers quel parti tu vas aller après, probablement vers le Parti libéral. Là. La CAQ est appelée à disparaître. Là. Donc, Drainville, probablement, va être notre premier ministre. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Vous savez, il y a eu plusieurs grèves à la STM. Hein? On dit que le transport en commun, c'est important. On investit massivement dans des garages à 1 milliard puis dans des systèmes. Le système de tap and pay, là, ça devait coûter 146 millions, qui était déjà beaucoup. Finalement, ça a coûté 201 millions. Je le dis puis je le répète, là, la STM, ça doit être gratuit. Gratuit quand on le prend. Il faut le payer d'une autre façon. Et on le paye comment? Par une contribution. Hein? Pas volontaire, obligatoire. Tu as une maison où ce que le service d'autobus passe, tu payes. Pas par le nombre de personnes dans la maison, tu as une adresse, tu payes 100$ par année. Accès au transport en commun. 200 peut-être, je ne sais pas. Pas modulé en fonction de la place que tu habites, tout le monde est égal. Donc, tu es 4 dans une maison, tu es à faible revenu, ben c'est intéressant. Mais de dépenser 201 millions pour un tap and pay, là, on commence à être débile. Là. À un moment donné, il faut arrêter ces folies-là, là, ça n'a pas de sens. Et les grèves à répétition de tout le monde, ben l'achalandage a diminué de 7%. Donc, moins de revenus, plus de dépenses. Ils ont les mêmes dépenses. Syndicats, toujours les syndicats. Les gens disent, ouais, tu détestes les syndicats parce que tu es un boss. Je déteste pas les syndicats parce que je suis un boss. Je déteste les syndicats parce qu'ils sont stupides, caves et imbéciles. Se comportent en bully. Et font mal à l'entreprise qui les fait vivre. Et les ailes de la mode, ça, en 1994, là, ça se voulait tout un marche, une place à aller. Là. Ça n'a jamais vraiment levé. Hein. Ça a été acheté en 2005 par Fairweather. Ma soeur travaillait là, une année chez Fairweather. Et qui existe encore, Fairweather, je pense. Là, ils vont relancer à Québec et à Montréal dans les anciens baies de Thon. Je ne sais pas si ça va être celui au centre-ville, mais ça n'a pas pogné parce que c'était. Il n'y avait pas de zone claire. Il y a encore des ailes de la mode un peu, là, qu'on me dit, là, mais on me dit à l'oreille. Que j'ai lu, pardon, qui sont plus des choses à rabais. Moi, je leur souhaite bonne chance, c'est leur argent. Tant que le gouvernement ne met pas une scène là-dedans, mais est-ce que quelqu'un croit que les aides de la mode peuvent être relancés, ce genre de magasin-là? C'est pas pour rien que la baie de Thon meurt. Hein? C'est qu'un grand magasin-là, généraliste, là, n'ont plus la cote. Fait que, tant que le gouvernement ne met pas d'argent, ben, tant mieux, ça remplit des loyers vides, là. Mais j'y crois pas bien, là. Il y a un pompier agent immobilier, c'est dans le Journal de Montréal, un crosseur. Hein? Il est agent d'immobilier parce qu'il y a du temps, il y a du temps libre, fait que il achète, il s'est fait blâmer, il s'est fait taper ses doigts. Il a acheté une maison à bas prix d'une aînée qui a exploité pour le revendre à son ami qui fasse un flip intéressant. Il était blâmé. Mais il est aussi pompier. La Ville de Montréal a dit, ouais, mais ça, c'est dans ses temps libres. Ça ne nous regarde pas, nous. Oui, ça te regarde. Parce que le gars est un crosseur. Il devrait avoir une clause dans les conventions collectives pour dire ton comportement extérieur pourrait te coûter ta job. J'hésiterais pas une minute à congédier un de mes employés qui se comporterait comme ça. Aucune. Aucune. Je veux pas avoir ça en autour de moi. Sa job, c'est d'éteindre des feux, on s'entend. Donc, il peut pas bien crosser le système à la Ville de Montréal par rapport à ça. Là. Mais,
il y a un comportement qui n'est pas acceptable pour travailler pour une ville de Montréal. Mais les syndicats vont le protéger, puis la ville est molle. On va aller voir les marchés un petit peu dégringolés. Fitzgibbon écrit une lettre ouverte dans la presse, parler de son grand ami entrepreneur François Legault. Il dit, ben écoutez, un entrepreneur, ça prend des risques. François Legault est un excellent entrepreneur. Il a pris des risques et ça n'a pas toujours fonctionné. Bon, le problème, c'est que sa moyenne au bâton est assez faible. François Legault, il était 3 dans l'entreprise d'Air Transat. Il s'est fait racheter, il est sorti après. Ça ne veut pas dire qu'il était le kingpin d'Air Transat. Là. Il était un pilier, ça peut-être faisait partie de l'équipe. On nous a vendu le rêve qu'il était un bon entrepreneur. François Legault, Fitz, il dit Nordvolt, c'était un échec, mais ça a été un bel échec qu'on a appris. Je m'excuse. Tu apprends avec 10 piastres, pas avec des milliards. Lion électrique est un échec aussi. Taiga est un échec aussi. Toute la filière batterie est un échec. Varennes aussi est un échec. C'est pas un bel échec, Nordvolt, parce que ça aurait pu être évité. On a montré qu'on était capable d'attirer des grandes entreprises, c'est ce que Fitz se dit. Tu peux attirer n'importe qui avec de l'argent. Je pense qu'on voit assez de vidéos sur les réseaux sociaux du gros bonhomme laid avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez vu. Puis là, il y a une méchante pitoune à côté. Ben, une pitoune. C'est une pitoune, ben gros, chauve, là, avec, on y voit de la bédaine, là. Il y a plusieurs vidéos comme ça, puis il dit, mais comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça se fait, l'amour? Il dit, le monsieur dit, j'étais à la banque, elle était derrière moi, et j'ai eu un gros coup de foudre. Puis la madame a dit, ben, il est tellement beau, il est tellement... Tout ça, tu sais. Ben, c'est ça. On s'est mis beau pour attirer. On était laid. On avait juste de l'argent à donner, là. Je ne dénigre pas le Québec, là, mais notre vol n'est pas un bel échec. Notre vol est une catastrophe qui aurait pu être évitée. Et expliquer pour dire aux gens, regardez, on veut bien investir dans les batteries, mais regardez, il n'y a pas de compagnie qui a de l'allure qui vient ici. Là. Ça n'a pas de sens de donner une start-up qui a 7 autres start-up à travers le monde. Un entrepreneur, un dragon, un Shark Tank dirait ça. Faites vos classes ailleurs. Donc, François Legault n'est pas un bon entrepreneur. Il ne l'a pas prouvé. Et Fitz non plus. Ils nous ont prouvé qu'ils pouvaient dépenser l'argent du public. Ça, ils n'ont pas de problème. Il y a une compagnie qui fait des matériaux de construction, Duchesne. Je les ai déjà vus, peut-être vous les avez déjà vus. Ils ont été achetés par un fonds d'investissement il y a 2 ans, 60 millions. Ou ils ont mis 60 millions dedans, je ne sais plus combien. Et là, ils font faillite. Quelle est la réponse du président? C'est la faute aux Chinois. Le dumping des produits. Non. On va arrêter ça. On va arrêter ça tout de suite. À un moment donné, on a une concurrence mondiale. Si tu fais un produit qui peut rentrer au Canada, parce qu'on est quand même un pays pas renfermé sur lui-même, si tu fais un produit qui peut rentrer au Canada et tu le produis à 8 fois le prix, il n'y a pas chialé que tu vas faire faillite par-dessus. C'est pas faute aux Chinois, c'est ta faute. Tu es dans un marché, tu développes quelque chose. Il faut toujours trouver notre valeur rajoutée. Parce que peu importe, on va accuser le dumping, tu es en affaires. Tu peux bien continuer à penser que c'est la faute des autres. C'est ta faute, c'est ta responsabilité de trouver des solutions dans un domaine. OK, parfait, ça, on ne peut pas se battre contre ça. À un moment donné, là, Mark Carney vient le dire. Ça ne donne rien. On aimerait ça, que le monde soit à notre façon. Mais il n'est pas à notre façon. On doit vivre avec. Donc, comme entreprise, tu dois vivre avec. Regardez mon huile de tournesol, là, produite ici. Je devrais la vendre 25, 30, 40 piastres la bouteille. J'avais 13,99. Est-ce que je fais de l'argent avec ça? Pas en tout. Mais je développe un marché. Je développe de l'expertise. Et vous venez acheter autre chose en même temps. Surtout cette année, la production n'est pas bonne. C'est pas une bonne année. C'est comme ça.
Je chiale pas. J'en perds pas. J'en fais pas. Je m'adapte. C'est ça, être en affaires. S'adapter constamment, pas arrêter de chialer contre tout le monde. Il y en a d'autres huiles qui rentrent. Là. C'est à moi de vous convaincre de prendre la mienne. C'est à moi. Ma partie. Bon, ils font faillite. C'est de leur faute. C'est pas la faute au Chinois. Il y a une dette de 60, c'est pas un investissement, il y a une dette de 60 millions. Je fais attention aux dettes constamment. Ça ne paye pas une dette. Tu vas aller plus vite, tu vas être certain. Ça t'appartient, le nombre d'endettements, la quantité d'endettement. À 60 millions, là, pour une petite entreprise, c'est quand même beaucoup. Beaucoup. Les banques sont stupides de leur prêter ça aussi. Là. S'il y a un mot que je peux dire retenir aujourd'hui à date, là, c'est le mot stupide. Hein? Les syndicats, la STM, la direction, qui dépense 201 millions. Ah, ça vient ça, c'est la CAC 40. C'est pas la CAC, mais c'est l'indice de la bourse en France, pardon. Ici, c'est le Nasdaq. On regarde sur 5 jours. Qui pique du nez. Aujourd'hui, attendez-vous à un marché, là, les marchés sont pas ouverts au moment où j'enregistre ça, là. Mais regardez comme Tesla débarque de 2,5 %. On peut regarder Amazon, 2,80 %. On peut regarder Google, 2,75 %. C'est à peu près tout entre 2,5 et 3 % de débarque. C'est un bon crash, là. On va voir à la fin de la journée, ça va donner quoi. Et pourquoi? Ben, les folies de Trump. De se promener et de vouloir mettre des tarifs partout. Regardez, il y a un... Ça, c'est le DXY. DXY, c'est l'ensemble des monnaies qui sont contre le dollar américain. Donc, un pourcentage. L'euro est à 35 %, je pense, le yen, le Canada. Et l'ensemble des monnaies est mis ensemble pour faire un indice qui s'appelle le DXY. Le DXY, donc, en ce moment, il dégringole parce que l'ensemble des autres monnaies prennent de la valeur contre le dollar américain. Donc, c'était 99,55, ça tombe à 98, mais regardez un impact de ça, mettons. Canada-US. Donc, regardez le dollar canadien qui est à 71,78, est à 72, on a pris presque 3/4 de scène. Pas parce qu'on n'a rien fait de bien au Canada. C'est juste que les gens se débarrassent de leurs placements américains. On a vu les placements. Quand on voit les placements descendre, comme je viens de vous montrer, ben c'est ça qui arrive. Si les placements descendent, c'est que les gens vendent. Donc, les gens vendent leur entreprise américaine. C'est ça la bourse. Il ne faut jamais l'oublier que la bourse, oui, ça monte, mais ça peut débarquer de 3 %. Lorsqu'on a des obligations, ça ne tombe pas comme ça. Là. C'est la vie en bourse. C'est ça la police d'assurance, d'avoir des rendements qui font du 10, 12, 15 %. C'est notre police d'assurance lorsque ça tombe de 3 % en une journée. Il faut être prêt, il faut être vivre avec, il ne faut pas paniquer. Les débarques de 3 %, c'est commun dans le marché. De 5 %, c'est commun. De 10 % aussi. Ça prend en moyenne de 10 % 78 jours à revenir. 5 % 15 jours. Fait qu'il ne faut pas paniquer. À moins qu'il y ait d'autres débarques, parce que Trump se promène en voyou à travers la planète. Donc, il va y avoir des soubresauts. On va en avoir pour 3 ans. On va regarder dans 3 ans, est-ce que le risque d'être sur le marché boursier a valu la peine sous Trump? Parce que Trump, un petit snoro, on se demande si on en parle trop. On ne peut pas ne pas en parler. Il fait partie de nos vies. Trump, depuis qu'il est en 1 an, le monde fait son bilan politique en 1 an. Je vais vous faire son bilan financier en 1 an. Perso, l'enrichissement de plus de 1,4 milliard. Qu'est-ce qu'il y a eu là-dedans? Bon, il y a eu la vente de livres, de son livre. Je pense qu'il a sorti un livre, 22 millions. Sa femme, 28 millions pour la vente de son livre à Amazon. C'est des pinottes un peu. Ensuite, il y a eu le Qatar, il a donné, pour le féliciter, il a donné un avion de 400 millions. Trump l'a pris pour faire Air Force One, cet avion-là.
Et il a dit, ben parfait, mais je le garde, moi, quand je pars. C'est à moi. Je vais le prêter aux États-Unis, mais c'est à moi, cet avion-là, je le garde après. C'est juste ça, ça n'a aucun bon sens. Le gros de son argent, il a fait 900 millions en crypto, en lançant de la crypto, en investissant dans la crypto. 900 millions. À boire, voir baisser. Il a lancé ses propres tokens qui ont été des flops, mais au point de vue enrichissement personnel, il s'est enrichi de 1,4 milliard. C'est impensable de voir ça au Canada, là. C'était impensable de penser que c'était possible. Avant, aux États-Unis, c'est possible avec lui. Il s'en fout de tout le monde, il s'enrichit. La peur de l'intelligence artificielle et la peur d'une bulle. Est-ce que on est dans une bulle intelligence artificielle? Ben, c'est dégonflé un petit peu. C'est dégonflé un peu, là. Si on regarde le Mag 7, mettons. Mag S, je pense. Qui est de moins en moins le Mag 7 en passant. Ben, il s'est calmé un peu hein, depuis novembre. L'intelligence artificielle est au point neutre. Là. Donc, il n'y a pas eu de grand crash. C'est sûr que si on regarde depuis l'introduction en 2023, ben, ça a passé de 25 à 65. Quand le pétrole a été découvert, puis les grandes entreprises Exxon, puis un paquet de familles ont investi, je pense, les Rockefeller, le pétrole est encore utilisé aujourd'hui. Est-ce que l'intelligence artificielle, dans 100 ans, va être encore là sous différentes formes? Définitivement. L'intelligence artificielle fait partie de nos vies maintenant. Comme le pétrole fait partie de nos vies depuis tout ce temps-là. Il y en a des richesses qui se sont créées grâce au pétrole. Ben, c'est la même chose que je vois avec l'intelligence artificielle et en lisant un peu partout. Tu te rends compte que, oui, mais un peu, c'est pas un feu de paille, là. L'intelligence artificielle. Elle va être là. Elle va être de plus en plus présente, puis pour toujours. Donc, est-ce que investir dans l'intelligence artificielle aujourd'hui est un risque sur le très long terme? La réponse est non. La réponse est non. Ça va être utilisé. Maintenant, c'est votre risque à vous. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous investissez là-dedans? Tu sais, il faut voir ces placements là, sur un horizon de 20-30 ans. Là. Pas sur 1 an, pas sur 2 ans, sur 5 ans peut-être, sur 10 ans. Mais c'est des placements, il faut voir ça sur 20-30 ans. Donc, au lieu de courir quelle compagnie va exister encore dans 30 ou 50 ans, ce qui est très peu probable, ben c'est là que c'est mieux d'investir dans des ETF indiciels sur l'intelligence artificielle, sur le nucléaire, sur un peu de tout, au lieu de courir après le bon titre que vous allez garder pendant aussi longtemps que ça. J'en ai des titres d'intelligence artificielle. Google. Je n'ai pas d'NVIDIA, je l'ai par l'entremise de IGM, mais il faut être patient en bourse et accepter des journées comme on a en ce moment. Bon, ben la chicane a été éclatée entre Brooklyn et Beckham. Des fois, c'est mélangeant Brooklyn, hein, parce que c'est pas un nom qu'on entend souvent ici. C'est un gars qui s'est marié en 2022-23. Et c'est à Miami que ça s'est passé. Et là, il ressort ça sur ses réseaux sociaux parce qu'il dit qu'il ne parle pas de sa mère. C'est le brand Beckham en premier. Il ne se parle plus. Je connais pas des Beckham. Et il en veut à sa mère parce que Marc Anthony, le chanteur Marc Anthony, qui était invité à chanter au mariage de Brooklyn, a dit pour la première danse, normalement la première danse est réservée aux mariés. Et là, Marc Anthony, que sa mère, Victoria, aurait demandé, tu vas m'annoncer. Et j'aimerais demander à la plus belle femme dans la salle de venir rejoindre son fils, Brooklyn, pour la première danse. Il n'était pas content, il vient de sortir ça sur ses réseaux sociaux. Là. Que sa mère a pensé rien qu'à elle, en demandant à Marc Anthony de faire ça. On s'entend, c'est la journée de la mariée. Là. Fait que la mariée est assise pendant que sa mère danse. L'art de scraper. Tu sais, ces vedettes-là, des fois, là.
Eh bien, hey, je vous emmène en terminant. En terminant. Oh my God, non, je ne suis pas en terminant, j'ai deux affaires. Il y a une vache en Autriche qui a après à se servir d'un balai pour se gratter. Passer de quel bord le balai est, et elle utilise, ça fascine la science parce que les animaux qui sont capables d'utiliser un objet, c'est des animaux qui pensent. Donc, quand on dit stupide comme une vache, ça se dit-tu, ça? Ben, il y en a une dans le monde qui te contredit. Ça prend l'exception. Hein? Donc, c'est une vache brune de l'Autriche. Tantôt, je vous ai parlé de DXY, qu'est-ce qui est composé. Donc, l'euro à 57%, le yen japonais à 13%, la livre sterling 11%, le dollar canadien à 9%. Donc, la presse, je vous amène ici. Bon, ça ne veut pas loader. « 21 janvier 1966, il y a un nouveau gouvernement qui s'appelle Diefenbaker. Non, c'était Pearson en 1966, c'est le gouvernement au Canada. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit au Québec, là, vous allez devoir montrer, Québec doit démontrer sa foi en un grand Canada uni. Il n'y avait pas le parti séparatiste de René Lévesque encore, le Parti québécois. Mais il parlait de plus en plus de séparation, même en 1966. Donc, là, il dit, ben là, c'est bien beau, on vous en donne beaucoup, là, à un moment donné, vous allez arrêter de nous faire chier. Là. C'est à peu près ça. Vous allez montrer votre foi un petit peu plus là, envers nous autres qui vous payent. Parce que ça fait longtemps que le Québec a des paiements de péréquation. Là. Ben voilà. Mission accomplished. Merci d'être là. Passez une excellente journée. Puis venez nous voir à quel endroit? François Lambert.one. Bye.